dans le conseil d'administration de la centrale qui est presque au complet. Et tous les médias qui l'ont, parce qu'ils répondent à l'invitation de la centrale et pour nous échanger autour de conjoncture économique et financière. Et m'a profité pour rappeler que le dialogue avec les médias a pour nous une importance stratégique dans le sens où ils permettent que nous réduisons l'asymétrie de l'information d'une part, mais d'autre part, ils permettent tout un accompagnement à public là pour une meilleure compréhension de différents enjeux économiques qui gagnent depuis quelques temps et dans une conjoncture assez difficile et la faute de tout, une meilleure compréhension des décisions et des actions de la BRH. Et comme nous t'ai annoncé dans la direction communication de la centrale de guerre avec les médias, matin, concernant souhaité parler avec nous de derniers développements de la situation macroéconomique et financière et on a profité tout pour aborder quelques éléments de perspective qui sont capables de guider l'interprétation avec analyse que nous avons fait et de différentes décisions autorités publiques prennent et en particulier BRH dans l'exercice missionnaire. Et je ne pas penser que il est nécessaire pour nous étendre trop sur les conditions adverses qui caractérisaient la mise en œuvre de politiques BRH, vu que moi je supposais que nous avons détaillé et informations autour de contraintes de manière très détaillée. Même d'avouer quand même rappeler que persistance tension géopolitique au niveau international avec impact que il y a sur les prises internes, resserrement des conditions financières et un point extrêmement important, le durcissement des politiques migratoires dans certains pays partenaires, renforcer, on est capable de dire, vulnérabilité des pays faibles, notamment Haïti, par rapport à la dépendance que pays faibles ça Haïti gagne de l'importation que nous avons fait pour satisfaire les besoins de consommation, ainsi que en dépendance par rapport au transfert de la diaspora. Donc, à choc externe, et nous ne pas oublier les chocs internes, dont la situation sécuritaire, qui affectait de manière significative l'investissement, les échanges, la mobilité des facteurs et des biens, et évidemment, tout bagage est retardé au retour à la croissance économique. Et néanmoins, par rapport avec toutes contraintes, il y a quand même des évolutions favorables que nous avons soulignées. D'abord, même si le taux d'inflation a été très élevé, mais nous avons un processus de désinflation. Si nous comparons statistiques que nous avons gagnées en novembre 2025, côté que nous étions à 32%, je dis, et nous à 20%. Ça, c'est donné publié par IHSI en mai 2026. Donc, il y a une baisse de l'inflation, et nous connaissons qu'il y a un peu de monde qui va dire oui, mais le coût de la vie est toujours élevé. Comment nous sommes capables de parler de baisse de l'inflation? Donc, c'est un barrage qui est simple. Baisse de l'inflation, pas veut dire que le prix a baissé, ça veut dire que le prix a augmenté à un rythme qui descend, à un rythme décroissant. Jusqu'à ce que nous arrivions à un moment côté prix même il a baissé et que à ce moment-là les ménagères, les agents économiques peuvent sentir les affaires des dépenses. Deuxième évolution favorable, c'est la stabilité du taux de change. Là, on a parlé de presque 3 ans de un taux de change stable avec une évolution moins erratique par rapport à ça que nous avons gagné avant. Donc, si on prend le taux de référence de la Banque centrale, ou bien le TMA, on a tourné autour de 131 gouttes 50 ou 131 gouttes 10 depuis quelques temps. Donc, c'est une évolution qui est favorable pour la prévisibilité des
agents économiques ainsi que décideurs en matière d'investissement privé. Un troisième élément pour nous souligner, c'est le renforcement des réserves internationales nettes de change. Nous, à environ 1,9 milliard de dollars pendant le mois mai qui s'est passé là. Et pour les réserves brutes, nous autour de 3,5 milliards. Et ça équivaut à près de 8 mois d'importation. Pas oublier que les recommandations Fonds monétaire international en la matière tournent autour de 3 mois d'importation et en matière de disponibilité de réserves brutes pour nous capables, et, si vous voulez, et supporter les chocs de la balance des paiements. Nous-mêmes, nous avons 8 mois d'importation qui correspondent à 3,5 milliards de réserves brutes que nous gagnons actuellement. Dans le même temps, et si nous regardons ce qui est passé dans le système bancaire, le système bancaire il était résilient, stable, il est assez bien capitalisé et son système tout qui est très liquide. Donc, liquidité sont un élément extrêmement important pour institutions financières, pour une banque d'ailleurs, les pagaines, et c'est aussi un souci qui est capable de mener à la faillite. Indicateurs prudentiels, ils ont été dans l'ensemble en ligne avec les exigences réglementaires et parallèlement, il y a une amélioration dans le taux d'improductif. Nous, pour le moment, à 8,4%, alors que dans le premier trimestre, là, nous sommes autour de 13%. Et au niveau de moratoire que nous avons accordé à ce système sur le crédit et aussi sur l'opportunité pour nous offrir débiteurs système la possibilité pour faire restructuration prêt et c'est à travers circulaire 115 là. Donc mesure ça, c'est une mesure qui pas résoudre et précarité situation économique là, mais ils permettent que les institutions financières qui ont un minimum de stabilité parce que ça permet de ralentir détérioration qualité portefeuille crédit et conséquences négatives que le TACAP gagne sur la stabilité des institutions financières. Et si nous voulons rappeler quelques chiffres par rapport à moratoire, donc on a allé en 2024-2025. Mesure ça, mesure moratoire, il était touché près de 225 prêts qui étaient alloués à près de 178 clients. En coût prêt ça, qui bénéficiait de moratoire, était autour de 21 milliards de gouttes. Et il faut que nous notions tout que 82% de prêts ça, qui étaient objet de moratoire au cours de l'exercice 2023-2024. Donc, 2023-2024, 82%, donc soit 209 prêts, et en 2025, nous avons gagné 225 prêts. En 2026, nous avons modifié circulaire et moratoire, sous moratoire, et c'est circulaire 115.7, et données ont montré que il y a 75 moratoires qui sont actuellement en vigueur et qui concernaient 59 entreprises débitrices. Système là, l'exclusion des institutions de microfinance. Donc, nous pas considérer et les coopératives, n'ont pas considéré les institutions de microfinance non mutualistes. Il est important pour nous vraiment faire un petit chita sur ce qui passe dans le système financier, parce que c'est un système qui, jusqu'à présent, en dehors de tout secteur qui est affecté par la crise. Donc, au niveau de la Banque centrale, on a suivi de manière très soutenu et pense que tout agent économique, tout investisseur, tout décideur de politique publique est intéressé pour ça qui passer dans le système financier. Et nous continuons au niveau de Banque centrale, nous avons un directeur supervision qui est là, avec nous là, avec les missions d'inspection et sur pièce et les missions d'inspection et sur place, ça veut dire vous déplacer à l'institution financière pour réaliser des inspections. Et donc, c'est un système que nous fait en sorte qui en ligne avec le respect des dispositions réglementaires. Et les résultats et pas suggérer que nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous avons
supposé gagner et un souci par rapport avec une crise éventuelle qui est capable de vivre dans le système là, puisque non seulement indicateurs favorables, que ce soit en matière de rentabilité, de qualité du portefeuille capable d'améliorer, de capitalisation, mais en même temps tout respecter les réglementations. Nous prenons un ensemble de mesures parce que d'un côté, nous assurons que les banques sont en ligne avec la réglementation, avec les dispositions prudentielles à respecter, mais tout, nous pensons qu'il est nécessaire pour un ensemble de l'autre mesure qui a un rapport avec la gouvernance, qui a un rapport avec la protection du système contre les activités criminelles. Donc, il y a tout un ensemble de dispositifs que nous mettons en place pour nous capables de prévenir ce genre de risque. Et en février 2026, la Banque centrale a publié 3 circulaires qui concernaient la gestion saine et prudente des institutions de microfinance non mutualistes. Donc, ça, c'est pas bancaire, ça, c'est les coopératives. Circulaire, ça a concerné la gestion du risque de liquidité, la gestion du risque de crédit et une exigence minimale de fonds propres au regard de la couverture des risques. Donc, de la même manière que nous faisons pour le système bancaire, les institutions de microfinance non mutualistes, donc ce n'est pas sa coopérative, c'est les institutions de microfinance non mutualistes, donc exigence ça appliquée avec. Et bien tout la circulaire 129-1, qui même si on amendement de la circulaire 129, qui était visé pour harmoniser complètement un texte avec les dispositions du décret du 30 avril 2023 qui concerne le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et les armes de destruction massive. Alors, nous dit que le système financier est très important pour nous garder sa capacité là, il est très important pour nous, même dans la Banque centrale, pour l'autorité financière, l'autorité judiciaire, surveiller sa capacité dans le système pour nous protéger contre les activités criminelles, contre le blanchiment des avoirs, contre les activités de financement du terrorisme. Et donc, c'est dans ce sens-là, nous avons publié le décret circulaire 29-1 qui concernait le blanchiment des capitaux, financement terroriste, armes de destruction massive. Et nous profiter pour introduire de nouvelles directives sur la mise en œuvre et des mesures de vigilance simplifiées pour que identifier comme étant des clients qui gagnent un faible niveau de risque. Il y a une autre bagage qui est très important, c'est l'évaluation nationale des risques. Et nous avons avec nous là, mon membre conseil de l'ERM, qui c'est un membre important dans le groupe de travail sur l'évaluation nationale des risques. Son comité de pilotage qui a pour responsabilité pour évaluer les risques au niveau du système financier noir. Et résultat, ça, nous sommes publié en mars dernier. Et ça représente un pas extrêmement important pour que Haïti soit sorti dans les grises de GAFI. Et dans ce sens-là, BRH continue de collaborer avec d'autres acteurs dans l'implémentation de notre action pour que nous soyons capables de sortir de les grises GAFI et adapter des progrès considérables que nous avons enregistrés sur 18 actions que nous avons pour implémenter. Nous avons 2 qui sont complètement achevées et 9 qui sont largement achevées. Donc, nous ne pouvons pas compléter totalement. Il y a 6 qui sont partiellement accomplis et il y a une que nous ne pouvons pas adresser. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le système financier en termes de résultats, en termes de mesures prises par la Banque centrale pour nous protéger le système, en termes aussi de progrès réalisés dans la sortie de Haïti sur liste grise GAFI. Maintenant, si on a parlé de croissance économique, bon, ça nous est capable de dire, c'est que nous gagnons des anticipations de croissance
négative encore une fois et d'ici la fin de l'exercice 2026. Et que ce soit projection qui fait au niveau de FMI, que ce soit projection qui fait au niveau de l'autorité publique, et Banque centrale et ministère de l'économie et des finances HSI, donc nous tourner autour d'une contraction de PIBA qui est située entre 1,5 et 1,7%. Et sur question finances publiques, évidemment, nous devons comprendre qu'avec ralentissement de l'activité économique qui c'est base à partir de laquelle l'État est capable de faire des prélèvements, donc le fait que la situation économique est au ralenti, dernier indicateur IHSI au montré, donc les finances publiques pas permettent que l'État dégage des ressources suffisantes pour capable adresser les besoins sociaux. Et donc pendant où c'est pas croître en rythme que l'État supposé croître pour adresser les besoins sociaux, mais dépenses eux-mêmes, il n'y a pas de temps, ça crée un gap et nous avons un financement monétaire qui est un petit peu désaligné par rapport avec objectifs qui arrêté entre la Banque centrale et le ministère de l'économie et des finances et aussi qui est désaligné par rapport avec engagement programme SMP avec Fonds monétaire international. Et pour ce qui concerne le secteur externe, et encore une fois, nous gagnons un déficit commercial qui a creusé, donc nous à 12,47% parce que nous importons plus que nous exportons et ça c'est une caractéristique structurelle qui gagne dans l'économie noire. Pour les transferts sans contrepartie, nous connaissons qu'il y a plein d'inquiétudes par rapport avec les mesures migratoires que pays partenaires prennent, que ce soit aux États-Unis principalement ou bien dans d'autres pays, côté nous avons des membres de la diaspora haïtienne, mais qui en Haïti, des niveaux de transfert moins importants que les États-Unis. Donc malgré ces mesures de durcissement, nous avons quand même une augmentation des transferts sans contrepartie de presque 16%, 15,5% sur les 8 premiers mois de l'exercice, ça veut dire de octobre à mai. 15,5% d'augmentation des transferts, donc ça fait près de 3,4 milliards de dollars. Et on a rappelé que l'année dernière, nous étions autour de 5 milliards de transferts pour l'exercice 2024-2025. Et alors, en termes de perspective, nous sommes d'accord que quelle que soit extrapolation, quelle que soit politique publique que nous avons mis en place pour accompagner l'économie sur le plan financier, mais tout résultat que nous avons capables de été conditionné avec un environnement sécuritaire qui est très contraignant parce que il est très difficile pour nos environnements pareils, nous faire des investissements. Et même avec des conditions de crédit extrêmement favorables, il est très difficile pour les agents économiques décider et faire des investissements, surtout dans des secteurs côté zone d'exploitation, et ce sont des zones d'exploitation qui exposent à des risques élevés. D'ailleurs, c'est une raison qui expliquait que le système financier gagne un niveau d'improductif qui est élevé, malgré que les en baisse, parce que il y a des entreprises qui gagnent des expositions par rapport à système financier qui ont évolué dans des zones difficiles, par exemple, Croix des Bouquets, ou bien dans certaines zones à Carrefour, etc. Et donc, tout ça que nous sommes capables de faire comme anticipation de résultats de politique que nous allons mettre en place, ça a été conditionné à ça qui va le passer au niveau de la sécurité et des contraintes sécuritaires. Et on dit que pour ce qui concerne la politique monétaire, nous avons toujours évolué, et c'est ça au niveau du conseil là, nous anticipé, c'est ça tout qui sorti dans l'analyse nous. Nous avons toujours adopté jusqu'à présent, jusqu'à nouvel ordre, une politique monétaire serrée, côté que nous avons un arbitrage difficile entre combattre l'inflation et à créer des conditions favorables à la croissance économique.
Donc, il y a certains agents économiques, certains analystes, certains économistes qui ont dit comment fait que, de manière tout à fait atypique, que la Banque centrale pas modifier taux d'intérêt alors que nous avons un environnement inflationniste assez contraignant. On a parlé de 20% de taux d'inflation, nous sommes à 30%. Donc, la réponse, elle est claire. Et premièrement, nous pas juger que l'inflation que nous avons expérimentée actuellement, c'est une inflation qui est d'origine monétaire. Donc, pas gagné une expansion monétaire qui a justifié, en tout cas jusqu'à début exercice ça, qui t'a expliqué que nous obligés de modifier le taux d'intérêt pour contrer les effets négatifs d'une quelconque expansion monétaire. Et nous dit dans les communications précédentes que nous avons fait que les tensions inflationnistes ont venu essentiellement du choc d'offres avec rupture des circuits d'approvisionnement. Agents économiques n'ont pas qu'à sortir dans un point de territoire là pour aller dans l'autre, donc il y a un impact direct sur les prix relatifs et donc qui aboutit finalement à l'augmentation de l'inflation. Donc, les mesures monétaires qui ont visé à contrer l'inflation et par rapport avec le choc d'offre, ça, ou risquer non seulement passer à côté, mais ensuite pour rendre la situation d'entreprise débitrice encore plus difficile, puisque à tout ajustement de taux directeur banque centrale, les institutions financières et bancaires font des ajustements automatiques et plus que proportionnels à l'augmentation taux d'intérêt du directeur. Donc c'est rationnel ça qui fait que nous-mêmes au niveau de la banque centrale, nous prudents et nous quimber taux d'intérêt directeur inchangé. Et nous pas prévoir dans le court terme toutes choses restant égales que nous avons changé et taux d'intérêt directeur. Et nous déjà parlé pour les éléments de perspective de une forte probabilité de contraction du PIB entre 1,5 et 1,7% et par rapport au fait que les activités économiques sont ralenties, les zones de production sont inaccessibles et nous déjà presque à la fin de l'exercice fiscal. Donc, même si tu as de nouveaux investissements, les résultats ne seraient pas suffisants pour faire nous sortir dans cette zone de contraction du PIB côté noyé depuis bientôt 8 ans. Et nous anticipons au niveau de la Banque centrale que nous poursuivons avec le processus de désinflation, mais avec un rythme plus faible. Mais une hypothèse qu'il y a avec ça, c'est en supposant que le conflit entre les États-Unis et l'Iran pas mener nous dans une zone d'accroissement du taux du baril de pétrole tel que est capable de gagner des impacts significatifs sur les prix internes. En matière de taux de change, nous prenons des dispositions pour que nous continuions à bénéficier, jouir d'une stabilité de taux de change que nous gagnons depuis bientôt 3 ans déjà. Et comment? Parce que premièrement, nous constituer un coussin suffisant de réserve nette de change qui est capable de permettre nous intervenir en cas de gap d'offres si tu as gagné des demandes capable de surprenantes ou bien des demandes qui ont un rapport avec des activités de spéculation. Donc, coussin de réserve que nous avons permettre que nous ayons suffisamment de munitions pour nous attaquer à des activités de spéculation ou bien à des augmentations, même si naturelles de la demande, parce que nous sommes capables de soutenir l'offre. Donc, pas oublier que nous avons 1,9 milliard de réserves nettes de change. Ça, c'est un premier élément qui permet que nous sommes capables de miser sur une stabilité du taux de change d'ici la fin de l'exercice. Deuxième élément, c'est que nous pratiquons de manière systématique une politique de stérilisation des excédents de liquidité et à travers les bons BRH. Et en même temps, nous continuons avec les obligations qui n'ont pas un impact direct sur l'assèchement de liquidité, mais en tout cas, ils réduisent l'impatience des agents économiques qui t'avaient courir à l'acheter dollars parce que sous les obligations BRH, nous avons des rémunérations extrêmement compétitives par rapport avec l'autre placement disponible dans le système.
nous avons 7% de taux d'intérêt nominal sur les obligations et une indexation pari passer à toute dépréciation qui est capable de venir sur le taux de change. Donc, bien un placement dans l'obligation BRA, c'est comme si vous avez gagné un dollar parce que il équivaut exactement à valeur d'un dollar si il y a une dépréciation parce que nous avons indexé. Mais en plus, je ne sais pas que actuellement dans le système, nous avons un placement en dollars qui est capable de rapporter 7%. Ok, donc c'est 7% de taux nominal plus le taux d'indexation par rapport à la dépréciation du taux de change. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui permet que nous anticiper une stabilité du taux de change. Troisième élément, c'est que nous avons surveillé le respect des dispositions réglementaires s'agissant de la manière dont les transferts sont canalisés à travers le système financier. Pas oublier circulaire 114-3, qui ça, qui ça le fait comme exigence, qui ça le fait en termes de ramener les transactions de change à l'intérieur du système. Parce que c'est en dehors du système que tu as des désordres sur des taux incontrôlés de transactions de change et puis aussi qui constitue un risque énorme pour le blanchiment des capitaux et des activités criminelles. Et nous poursuivons tout avec un ensemble de projets, dont le projet de la digitalisation des paiements, que nous très avancés avec, et projet tout de représentation régionale de la BRH et dans certains départements géographiques que nous avons identifiés. Nous sommes déjà présents dans le Nord et nous travaillons pour que d'ici la fin de l'année calendaire, nous ouvrions l'autre représentation Banque Centrale Guyane dans le département du Sud, construction avancée de manière assez rapide. Et même si nous avons des GCP, mais nous allons offrir aux populations du Sud les autres services que nous offrons actuellement aux Cap-Haïtiens au niveau du département du Nord. Pour digitalisation de paiement. Ça, c'est un point que nous avons prêté attention avec, parce que il y a des risques qu'a développé dans le système actuellement, parce que il y a un pile de monde qui prend l'initiative pour offrir des plateformes de paiement sur lesquelles non seulement la Banque centrale n'a pas de contrôle, mais tout par rapport auquel la Banque centrale n'a pas aucune autorisation de fonctionnement. Et je suis capable de citer une dans eux, comme dans les Salines Bank, et qui offre des services que la Banque centrale pas contrôlé. Et donc, nous pensons que ça a représenté des risques pour les utilisateurs de services de paiement en ligne. Et nous pensons tout sur un risque par rapport avec l'intégrité du système. Parce que nous ne connaissons pas qui qualité flux financier qui a transité à travers plateforme, à travers banque, ça, comme nous avons dit, les salines banques. Nous sommes capables de citer une bonne note encore, que ce soit agence qui a offert crypto-monnaie, qui a offert stablecoins, banque centrale pour là. Et nous dit que c'est une innovation importante et nous obligés à rentrer là-dedans. D'ailleurs, nous pensons que la facilité en pile bagarre dans l'économie, mais en même temps, il faut que nous ayons un encadrement. Il faut que nous ayons un encadrement et au niveau légal pour transactions ça soit capable d'exercer. Alors, nous-mêmes, qui ça a fait en attendant? Nous avons un projet, côté le projet de digitalisation des paiements. Et nous permettre en pile agents économiques, que ce soit au niveau du secteur informel, que ce soit au niveau du secteur formel, d'avoir accès à des paiements digitaux. Donc, l'idée, c'est non seulement de faciliter le règlement des transactions, mais diminuer aussi l'utilisation de cash dans l'économie. Nous avons réalisé il y a presque un an et demi,
enquête auprès des acteurs du secteur informel dans 3 régions pays, qui c'est Pétionville, et le marché des cailles et aussi un marché au Cap-Haïtien. Nous avons environ 602 répondants et résultat service ça permet de nous conclure que contrairement à ça que nous avons attendre, majorité population, si je regarde composition échantillon, en tout cas majorité répondant dans l'échantillon, à hauteur de 60% déjà à utiliser des moyens de paiement mobile, que ce soit à travers mon cash, à travers notre cash, etc. Et plus de 90% intéressés pour utiliser les paiements en ligne. Donc ça, c'est la première étape qui est supposée mener nous dans un système de paiement digital. Parce que là, on prend des décisions, nous ne sommes pas capables de prendre des décisions qui pas chita sur des données, qui pas chita sur une recherche, qui pas chita sur la réflexion. Qui continue pour le moment. Et là, nous travaillons sur le lancement d'un projet pilote. Et un projet pilote codé à travers soit un QR code ou bien à travers d'autres solutions technologiques, nous permettent aux acteurs économiques de faire des paiements sans ne pas utiliser le cash, mais avec une plateforme totalement sécurisée. Et nous permettons tout dans le projet ça que tout portefeuille électronique est interopérable, est capable de communiquer l'une à l'autre. Parce que aujourd'hui, il n'est pas facile pour un monde qui a un compte notre cash, faire un transfert vers un compte mon cash, et ainsi de suite vers l'autre plateforme. Et là, on travaille sur une intégration et système de paiement côté toute firme, toute compagnie qui offre services de paiement mobile, qui offre possibilité d'avoir un portefeuille électronique et bien que vous êtes capable de communiquer l'une à l'autre. Et permettre aussi que le paiement est fait de manière instantanée. Donc, ce n'est pas qu'au fond paiement là et que le monde peut recevoir paiement ou bien transfert là, dans plusieurs jours avant que vous soit dans le portefeuille, mais ça dans ma vie. Donc, non seulement pour permettre pour intégrer le portefeuille, mais la bonne intégration tout par rapport avec compte que l'agent au gain dans une institution financière, que ce soit une banque commerciale, que ce soit une institution de microfinance. Et nous parlons souvent de l'agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Et nous sommes des programmes qui s'allient. C'est un dispositif que la Banque centrale a mis en place pour essayer les contraintes au niveau de l'octroi du crédit dans le système. Parce qu'il y a des secteurs qui n'ont pas accès à crédit, parce que, premièrement, le crédit est un peu coûteux, cher. Deuxièmement, il y a un ensemble de conditions pour mettre en place qui n'ont pas qu'à besoin. Donc, nous-mêmes, nous sommes venus avec l'agenda monétaire pour croissance et pour nous adresser le besoin de certains secteurs. Et là, on a une bonne circulaire que nous les circulaires pour croissance, et que ce soit pour le secteur construction, pour les zones franches, et c'est des circulaires qui en application des secteurs touristiques. Et donc, quand il est là, au fond, là, c'est permettre que nous réorienter le dispositif ça vers les petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, nous gagnons actuellement la version 3 de Booster PME. Et Mme Delay m'a coordonné et mise en œuvre pour projet ça. Et là, nous sommes en phase d'exécution. Et nous avons annoncé ça déjà. Nous n'avons pas fait seulement dans Port-au-Prince, nous avons fait dans plusieurs départements dans le pays. Et nous avons à la fois un volet projet, mais aussi un volet de coaching. Et éventuellement, nous sommes capables d'offrir toute possibilité pour les startups, ça va commencer par construire un track record en matière de crédit
et ça veut dire une partie dans l'assistance, c'est qu'elle doit, dont l'autre partie, c'est un prêt que firme peut rembourser au fur et à mesure. Donc, ça permet que le développer une histoire de crédit et du coup, il rentrer dans le système de paiement formel là, et est capable d'enregistrer dans BIC et tout un aspect dans l'inclusion financière. Et donc, je pense que c'est essentiel de l'information que le conseil d'administration Banque Atlantique souhaitait partager avec nous.